Bonjour et bienvenue à tous à cet entretien en marge du 61e Congrès mondial de la statistique organisé conjointement par le HCP et le ISI. Ici à Marrakech, j'ai le plaisir de recevoir Lars Philibert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif au Labor Dynamics Institute à l'Université Cornell. Bienvenue. Alors, tout d'abord, pourriez-vous nous définir les notions de big data, de confidentialité et surtout de ce fameux droit à l'information? Alors c'est un sujet qui apparaît dans beaucoup des séances qui sont ici à la conférence. Le big data, c'est un concept parfois un peu flou. Dans le monde dans lequel moi je travaille, dont beaucoup des statisticiens ici travaillent, on peut parler de big data quand on a défini finalement que le gouvernement possède beaucoup d'informations sur nous, sur notre travail, sur notre santé, sur nos entreprises, etc. Et ça devient très gros, donc le big data. La confidentialité arrive quand on a toute cette information-là sur nous et sur nos proches et nos entreprises, de savoir, on ne veut pas que cette information-là soit mise au grand jour. Elle est disponible bien sûr pour le gouvernement pour qu'ils font une meilleure politique, mais la confidentialité, c'est le droit que nous avons à cette vie privée, que cette information ne devient pas disponible à tout le monde. Le droit à l'information rentre en conflit parfois avec ça. Je sais qu'au Maroc, il y a un droit à l'information qui est même inscrit dans la Constitution. Et c'est pareil dans beaucoup de pays dans le monde. Il y a un droit à l'information qui se heurte à un moment donné à ce droit à la confidentialité auquel les citoyens s'attendent de leur gouvernement. Alors le challenge, le défi pour nous en tant que chercheurs, c'est d'aider le gouvernement, parfois au sein même des gouvernements, de définir le bon équilibre entre ce droit à l'information et la confidentialité de chacun, tout en pouvant utiliser ces données-là pour faire des meilleures politiques. Et quelle en est la réalité aujourd'hui? Quel est le quota justement entre ce droit de l'information et ce droit à la confidentialité, à la privacy, comme on dit en anglais? Il n'est pas défini, on n'a pas trouvé encore un consensus universel. C'est peu étonnant parce que les concepts qu'on a chacun de la confidentialité changent dans les contextes. Est-ce que je publierai mon bilan de santé? Est-ce que je publierai mon salaire? Les aspects sont peut-être différents là-dessus. On n'a pas encore trouvé le bon équilibre. Il y a des exemples dans le monde, par exemple, de dire on va permettre par exemple la publication de statistiques, donc des tableaux qu'on peut télécharger sur le web, de plus en plus détaillés, tout en contrôlant que ça ne révèle jamais l'information de chacun. Mais il y a des limites. Et alors, en tant que chercheur, on va souvent aller dans les labos informatiques dans lesquels nous sommes contraints à beaucoup de surveillance pour faire en sorte que nous ne révélons pas par mégarde ou exprès des informations sur chacun pour développer nos modèles statistiques. On va simplifier les affaires pour en décerner, par exemple, l'impact des transports en commun sur le chômage. Pour ce faire, on a besoin de savoir des informations très détaillées au niveau du quartier. Est-ce que dans votre quartier, il y a combien de personnes qui sont au chômage et combien de bus, par exemple, se rendent? Et est-ce qu'il y a une relation entre les deux? De cela, tout ce qu'on veut savoir, ce n'est pas est-ce que vous habitez dans ce quartier-là et est-ce que vous êtes au chômage. On veut simplement savoir de façon générale, plus il y a des bus qui rentrent dans le quartier et qui emmènent, par exemple, au lieu de travail, est-ce qu'il y aura moins de chômage? Alors, on va simplifier l'information pour en faire découler des meilleures politiques que les gouvernements, par exemple, peuvent mettre en place. Et justement, quels sont ce genre de mécanismes dont vous parlez que les gouvernements ou peut-être même d'autres instituts, tels que des instituts de statistiques, peuvent mettre en place pour justement un meilleur droit à l'information, mais aussi cet aspect de confidentialité? Alors, il y a plusieurs choses que les gouvernements peuvent faire. D'abord, ça prend un cadre légal. Il faut que ce soit défini bien comme il faut. Qu'est-ce qu'un chercheur qui se soumet, par exemple, à des restrictions supplémentaires peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Parfois, ça alourdit l'accès. Donc, il y a aussi des méthodes statistiques très sophistiquées qui sont en train de se faire développer pour qu'on puisse mettre à disposition des chercheurs dans un cadre de leur bureau d'université, par exemple, les informations qui ne révèlent l'information de personne en précis, mais qui gardent toute cette information pour pouvoir développer des modèles, des statistiques, des nouvelles politiques. Il y a des contextes où il y a des bureaux du gouvernement dans lesquels les données sont disponibles.
Le chercheur se soumet à un contrôle policier, il rentre là-dedans, il est enfermé dans une salle duquel il ne peut sortir ce que l'agence statistique lui permet de sortir. Il y a un contrôle là-dessus, mais ça permet d'avancer la science. Ces centres, par exemple, ils sont répandus aux États-Unis où moi j'agis, on les connaît au Canada, mais par exemple, je travaille en France avec l'Institut national de la statistique pour chapeauter un peu les centres qu'ils ont là-bas. Mais il n'y a pas énormément d'exemples ailleurs. Je reviens d'un voyage en Amérique latine où ce centre n'existe pas. Et ça empêche en quelque sorte l'avancement de la science parce que le chercheur a seulement accès à l'information très grossière. Il ne peut pas développer ce genre d'études comme je viens de faire le simple exemple. Donc, ça prend une infrastructure comme ça. On est en train de développer des méthodes qui sont moins coûteuses, qui permettent donc au gouvernement à moindre coût de mettre de façon sécuritaire les données disponibles dans les mains des chercheurs sans qu'il y ait ce risque de bris de confidentialité. Lars Wildeber, je vous remercie pour ces éclairages et ces informations précieuses que vous venez de nous délivrer. Et puis je vous souhaite une bonne continuation dans ce congrès mondial de la statistique ici à Marrakech. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.